Bonsoir à toutes et à tous. Donc, on est très content de vous recevoir ce soir chez Caribde pour notre premier événement de la nouvelle année, donc 2013-2014. On ne va pas parler de rentrée littéraire parce que certains d'entre vous savent qu'on n'adore pas trop ce terme qui tend à indiquer que les livres qui arrivent doivent chasser en fait ceux qui étaient déjà là, et on essaye depuis 2 ans de faire à peu près le contraire. Mais chaque année, au moment où sortent beaucoup de livres d'un coup, disons, il y a certains livres qui nous plaisent beaucoup plus que d'autres, enfin qu'on repère, et puis après on s'emballe et on a vraiment envie de le partager. Donc L'autopsie des ombres de Xavier Boissel fait clairement partie de ces livres-là. On a tout de suite été conquis. Alors Xavier Boissel n'était pas un inconnu pour nous, mais pas un inconnu depuis pas longtemps, parce qu'en fait, il est venu en tant que préfacier de l'après-midi d'une terroriste au mois de juin. Alors comme on le disait à l'époque, un préfacier qui a écrit une préface qui est presque aussi longue que l'ouvrage lui-même, est tout à fait aussi captivante. Et c'est à cette occasion donc qu'on a remarqué que voilà, il y avait un roman qui allait arriver, donc on l'a lu dès qu'on a pu, grâce à la diligence au service de presse des éditions Incultes, que leur remercie au passage, qui sont là, bonsoir Alexandre. Et donc voilà, ce soir on voulait échanger autour de ce livre. Donc pour ça, on a pensé que c'était bien d'avoir parce que c'est un livre qui parle de guerre, mais qui est loin de ne parler que de guerre. On va voir ça ce soir. Mais je trouve que c'était bien d'avoir quelqu'un qui connaît vraiment l'histoire militaire, qui connaît l'histoire de la guerre, les conflits contemporains, les conflits anciens, puis un peu comment tout ça se situe. Donc on a demandé à Laurent Henninger de venir. Alors Laurent Henninger est un chercheur en histoire militaire, mais qui est aussi un rédacteur dans un magazine que je vous mentionne là, je vous en parlerai un peu tout à l'heure, mais qui sous ses airs de maquette grand public, très astucieuse au plan marketing, est probablement un des magazines les plus intéressants qui existent pour tous ceux qui s'intéressent à l'histoire militaire de façon très générale, à la guerre ou à la stratégie, tout domaine confondu. Une revue vraiment magnifique, je vous en parlerai tout à l'heure. Et Laurent donc a également, est aussi un essayiste, et donc a écrit un certain nombre d'ouvrages, mais celui qui est le plus récent peut-être est ce petit livre qui s'appelle Comprendre la guerre, histoire et notions, écrit en collaboration avec Thierry Willeman, et qui est, à mon sens, l'un des ouvrages les plus percutants que je connaisse sur justement appréhender ce que veut dire aujourd'hui la guerre, en puisant aussi bien dans des notions très contemporaines qu'on lit dans les journaux en permanence, que dans des racines historiques, parfois très anciennes, puisque certaines vont remonter à la Renaissance, à l'Antiquité, de façon tout à fait captivante, et dans des textes qui font jamais plus de 4 ou 5 pages sur chaque notion qui est présentée. Donc voilà, merci. Bon, mais c'est excellent. Donc on va parler d'Autopsie des ombres. Donc Autopsie des ombres, la toile de fond, on va essayer, ce qui est toujours difficile, de vous parler pendant une trentaine de minutes de ce livre, en essayant de ne pas vous raconter toute l'histoire. Il vous reste des choses à découvrir dans le livre. On ne va pas spoiler quand même. Voilà, exactement, on va essayer d'éviter. Bon alors donc, la couverture le faisant déjà, on peut vous dire que c'est bien une histoire de guerre. Alors, plus particulièrement dans une guerre qui n'est pas d'ailleurs située de façon extrêmement précise, mais dont tous les indices montrent bien qu'il s'agit de la guerre en Bosnie. Et le héros, donc le protagoniste principal, est un militaire, un casque bleu français, opérant donc en interposition dans le... Moi, la première chose qui m'a frappé dans ce livre, c'est que oui, c'est un livre qui parle de guerre, notamment dans sa première partie, sachant que c'est pas du tout chronologique, et on en parlera tout à l'heure, pourquoi justement tout est un peu subtilement fragmenté. Mais cette guerre, elle a quand même une particularité, c'est que ce sont des vrais militaires qui la font. Quand ils ne sont pas casque bleu, ils sont dans des armées ordinaires. Donc leur métier, c'est la guerre. Et là, c'est annoncé dès le départ, on ne leur demande pas véritablement de faire la guerre. On leur demande de séparer les belligérants et de s'attaquer à des chiens et à des chats, principalement, puisque pour des risques d'épidémie. Et tout de suite, il y a cette chose omniprésente, c'est pour un militaire professionnel, c'est quoi de devoir se battre mais sans se battre, en s'interposant. Et il y a quelque chose qui va commencer à s'amorcer et qui va peser en fait peu à peu sur tout le livre, alors qu'il est loin de se limiter à ça. Mais sur ce premier point, peut-être Xavier, que tu nous dises justement comment est venu ce déclic de mettre ça en scène,
Et puis Laurent peut nous dire qu'est-ce que ça pose ensuite comme question, ce problème du sens du combat pour un soldat qui se retrouve en Bosnie. Alors, ça part d'une... Ça part d'une histoire vraie qui m'a été rapportée il y a une vingtaine d'années. À l'hiver 94, lors de l'évacuation de l'enclave de Biace, on a demandé aux soldats donc, de la Force Pronu de nettoyer la ville, de tuer tous les animaux errants, les chats, les chiens, par mesure d'épidémie. Et donc tous les soldats ont été chargés de cette mission. Et donc ils ont tué les chats et les chiens au FAMAS. Et pour la plupart de ces soldats, c'est la seule et unique fois où ils ont eu l'occasion de se servir de leurs armes. Ils ne se sont jamais servis de leurs armes le reste du temps, le reste de leur mission. Et j'ai su aussi que ça avait beaucoup, ça avait traumatisé pas mal d'entre eux et que ça les avait surtout beaucoup déstabilisés. Parce qu'ils ont fait ça très proprement, ils ont du matériel effectivement de professionnels, comme tu l'as dit. Et ils n'étaient pas venus là pour ça, et puis c'est ce qu'on leur a demandé de faire de manière assez diligente, et ils ont tempéré, et voilà. Donc c'est la seule fois où en fait, ils ont utilisé leur FAMAS, et le reste du temps, ils ont été plus observateurs qu'acteurs de cette guerre. C'est pas Fabrice à Waterloo, hein, mais ce sont d'abord des figurants dans cette guerre, tout simplement. Parce qu'une des choses frappantes dans ce que tu dis à l'instant, et je pense que ça va tout de suite résonner avec ce que Laurent peut nous dire, c'est en revanche le comportement, cette description extrêmement minutieuse et que je trouve, n'étant pas moi-même un professionnel de la guerre, mais ayant une teinture militaire, une description extrêmement réaliste, extrêmement fouillée du comportement simplement de patrouille dans une zone réputée hostile, et d'où en fait l'ennemi, en tout cas humain, a été dégagé déjà. Donc on est quand même là pour traquer des chiens et des chats, mais le comportement de la patrouille est le même que s'il y avait un ennemi. Et là, il y a tout de suite un malaise qui s'installe même pour le lecteur, en fait, oui, bien sûr. avant même de s'installer pour peut-être les personnages, enfin les protagonistes. Et ça, Laurent, justement, cette question du sens de la mission, qui est compliquée. Hein. C'est-à-dire que ça pose tout un tas de problèmes pour le militaire. C'est, je ne sais pas par lequel commencer d'ailleurs. Déjà, c'est vrai qu'une armée de professionnels, et c'est le reproche, c'est un vieux débat qui dure depuis le XVIIIe siècle chez les théoriciens de la chose militaire, c'est est-ce qu'une armée de professionnels n'est pas obligatoirement une armée de mercenaires? C'était la question posée par Marat déjà sous la Révolution française. Il disait qu'une armée de professionnels, même si c'est des professionnels français au service de l'armée française, ce sont des mercenaires à partir du moment où ce ne sont pas des citoyens en armes. Parce que du coup, ils envisagent leur action d'un strict point de vue technique, et donc, à la limite, le donneur d'ordre, il peut changer, et la mission peut changer, etc. Ils s'en foutent. Donc déjà, c'est un vrai problème. Mais Marat était radical, effectivement, dans sa volonté d'avoir une armée authentiquement populaire, qui soit l'émanation d'un peuple. L'idée de peuple en armes, etc. Bon, alors lui, il appuyait son propos en disant c'est pour ça que les armées de l'Ancien Régime, de la monarchie, sont des armées de mercenaires, même si ce sont des Français. Alors parce qu'il y avait aussi des régiments dits mercenaires étrangers dans l'armée royale, hein. Mais ce sont des mercenaires parce que ce n'est pas le peuple en armes, ce sont des professionnels. Et tout professionnalisme amène au mercenariat. Bon, c'est une question, c'est une vraie question, et qui se pose encore de nos jours. J'ai pas la réponse absolue, pas beaucoup de gens l'ont, mais la question reste en suspens, il faut continuer à se la poser. Bon. Et ça se retrouve tant au niveau politico-stratégique qu'au niveau, tout bêtement, du terrain, ce que vous évoquez l'un et l'autre depuis 5 minutes. Il y a ça. Il y a le fait, alors petite parenthèse, je mettrai un bémol quand même à ce que tu as dit sur le fait qu'ils sont, uniquement spectateurs, ils sont aussi victimes. Moi, j'avais discuté avec pas mal de militaires qui ont été casque blanc en Yougoslavie, alors dans d'autres coins. Ils sont aussi victimes, c'est-à-dire qu'ils ont l'un des deux côtés de la guerre, c'est-à-dire qu'ils reçoivent des tirs, ils reçoivent la mort ou la blessure,
Mais ils n'ont pas le droit de la Ils peuvent pas rendre. répliquer. Ils n'ont pas le droit de répliquer. Bon. Et les snipers et tout ça sont souvent, de temps en temps, aiment faire un carton sur des cartes bleues, sur des casques bleus. Soit par simple débilité, je vais buter un mec, je vais m'amuser, etc. Soit c'est un calcul politique. C'est souvent du billard à 5 bandes. Il y a l'exemple assez connu maintenant de ce marché de Sarajevo, de ce marché bosniaque de Sarajevo, Avec le tir de mortier. protégé par des Français, et sur lequel les milices bosniaques ont tiré au mortier pour tuer des Bosniaques. Et donc pour faire une provocation, c'est vraiment du billard à 3, 4, 5 bandes. Hein. Et il y avait des soldats français là au milieu. Donc il y a tout un tas d'exemples de genre. Donc ils reçoivent aussi quand même. Hein. Ils sont, ce qui est presque encore pire. Tu vois. Et puis il y a cette idée d'interposition, effectivement, qui là aussi pose problème, et problème au pluriel, qui est, comment dire, l'idée qu'on applique à une force militaire des principes, et des principes d'emploi qui sont ceux d'une force policière. C'est-à-dire que vous êtes là pour vous interposer, pour faire en sorte qu'il y ait la paix et l'ordre dans la société qui règne. Là, j'imagine une police idéale, hein, vous m'avez compris, mais bon, voilà, pour que ce soit un gardien de la paix, hein, comme dit la vieille expression. Et puis, un gardien de la paix n'a pas le droit de faire usage de son arme de façon inconsidérée, etc., etc. C'est uniquement en cas de légitime défense. Dès qu'il utilise une munition, il y a une enquête pour voir s'il l'a utilisée à bon escient ou pas, etc., etc. Bon, mais ça, ce sont des principes qui sont applicables au monde de la police, hein, c'est-à-dire au monde de la paix. Le monde de la guerre fonctionne exactement à l'inverse de ça. Donc, il y a eu un choc, il y a eu une contradiction absolue entre ces deux types de missions. Alors, déjà que les soldats, on le sait depuis toujours, que les soldats qui reviennent de la guerre, qui ont vécu au milieu du chaos, au milieu de l'ultime, avec un U majuscule, hein, c'est-à-dire qui ont reçu la mort, qui l'ont donnée également, parce que ça aussi c'est traumatique. Ça aussi c'est traumatisant, parce que ce qu'on oublie, c'est pas facile de donner la mort, contrairement à ce qu'on voit dans les films. C'est pas du tout facile. Enfin, quand on n'est pas un psychopathe, j'entends. Hein. Tu veux dire un légionnaire? Non, 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 mais c'est un mauvais exemple, ça, parce que bon, mais donc il y a du traumatisme du guerrier qui retourne. Hein. Il y a du traumatisme. C'est ce qu'avait bien montré, je sais que t'aimes pas le film, mais Capitaine Conan. Montre bien un type qui est un super guerrier, un tueur parfait, un guerrier absolu, et qui de retour dans le monde civil et dans la paix, où il faut s'arrêter au feu rouge, il faut être poli, il faut être civilisé, poli, comme une pierre est polie, ça devient une épave. Alcoolo, enfin une épave, c'est normal. C'est des trucs qui sont connus de toute éternité par les sociétés. Un homme qui revient de la guerre, même vainqueur, est impur. Ce qu'on voit dans les sociétés traditionnelles. Il est impur et donc il doit passer par des rites de purification. Et ça, mais là, en plus, ce qui se surajoute, c'est qu'en plus, cette partie d'exutoire, à travers la mort donnée, le combat, etc., cette poussée d'adrénaline et littéralement cette éjaculation d'adrénaline, il n'a pas la possibilité de la donner. Donc ça surajoute encore, selon moi, c'est mon hypothèse en tout cas, au traumatisme du type qui revient après. C'est impuissance. Oui, oui, c'est... Alors, tout ce que tu as dit de manière très théorique, en fait, se concrétise dans le roman. C'est d'abord... Alors, c'est un acteur, mais c'est aussi une victime. Quand ils sont dans la ville et qu'ils commencent à nettoyer donc, les animaux, il y a une réminiscence d'un soldat tué par un sniper. Donc, alors, je joue sur le cadavre de l'animal, le cadavre du soldat. Et puis il y a donc toute cette descente aux enfers que tu décris, qu'on retrouve avec le personnage qui est en dérive, mais un personnage qui est pris aussi dans la contradiction, dans cette espèce de hiatus entre une fonction de police qui est en fait une fonction de checkpoint, et puis une fonction militaire classique. Et là il y a vraiment quelque chose de... Il est dans une posture presque schizophrénique, Complètement. D'où cette espèce de dérive du personnage qu'on retrouve dès le début.
Donc c'est marrant, c'est juste parce que tu n'as pas lu le livre, mais Pas encore, non. tout ce que tu as décrit, c'est des éléments qu'on retrouve, qui sont récurrents tout au long du récit. Alors il y a une anecdote sur la question, juste rapidement une anecdote sur cette question des animaux qu'on tue. C'est pas vraiment classique. C'est pas, Ouais, mais en même temps, moi ça me fait penser à une anecdote qui est racontée par les services psychiatriques de l'armée américaine qui ont, après la Seconde Guerre mondiale, qui ont fait des études sur les GIs qui revenaient aux États-Unis après. Et il y a une anecdote qui est racontée de GIs d'une unité quelconque, je ne sais plus laquelle, peu importe, qui pendant les combats de Normandie en juin 1944 ont eu affaire à forte partie dans un point de la campagne normande où il y avait une grosse ferme qui avait été fortifiée par des Allemands et que l'unité américaine en question a eu un mal fou à prendre. Ils ont eu un mal fou, les Allemands s'étaient super bien retranchés dans la ferme, ils avaient vraiment volonté de résister, etc. Donc ça n'a pas été facile de les prendre et l'unité américaine qui a réussi au final à prendre la ferme, y a laissé pas mal de plumes, c'est-à-dire d'hommes. Bon. Eh bien, quand ils ont fini par réussir à investir la ferme, non seulement, ils n'ont pas fait de prisonniers, ils ont tué tout le monde, alors contrairement aux lois de la guerre, etc. Mais bon, ils étaient sur leur lancée, littéralement, il y a une force d'inertie qui joue. Et ils ont tué également tous les animaux qui étaient là. Tu vois ? C'est-à-dire les vaches et tout qui étaient dans l'étable, etc. C'est-à-dire qu'il y avait un besoin de mort, de défoulement, etc. Ils ont tué tout. De suppression du vivant. De suppression du vivant. Exactement. Moi, ça m'a vraiment, cette contiguïté entre le massacre des animaux et le massacre des hommes m'a vraiment, c'est quelque chose qui m'a frappé parce que quasiment de manière concomitante, il y a eu le massacre de Srebrenica. Et en règle générale, quand on se met, moi je suis pas du tout dans un courant américain animaux centrés, spécistes ou quoi que ce soit, ou antispécistes, mais quand on se met en général à massacrer des animaux de manière, quand on organise un massacre de grande ampleur, l'étape suivante souvent c'est qu'on finit par les hommes, ou l'inverse. Mais on voit bien que les Américains, quand ils ont conquis l'Ouest, ils ont commencé par assassiner les bisons, les buffles, etc. Après, donc, et toujours de manière très méthodique, et ensuite l'étape suivante c'était les Indiens. Et donc pour moi il y avait vraiment une portée allégorique entre ce massacre des animaux et effectivement, alors parce que je voulais pas aborder la purification ethnique de manière frontale, je voulais aborder ça de manière tangentielle, de manière oblique. Je voulais que ce soit une sorte de point aveugle du livre. Et je pense que cette façon de procéder de manière oblique dit de façon peut-être encore plus violente ce qui s'est passé. Mais bon, alors ça, je sais pas, un truc. C'est ma façon de fonctionner. C'est une chose que j'ai trouvée, c'est que dans cette façon de mettre en scène au départ cette activité de patrouille, là, à la fois tu rends particulièrement bien l'espèce d'automatisme professionnel, c'est-à-dire que pendant que la patrouille est menée de façon remarquable, techniquement, ce sont des professionnels. L'esprit vagabonde de façon... Parce que la menace, ils ont beau faire jouer tous leurs automatismes, ils savent au fond d'eux-mêmes que la menace, il n'y en a pas vraiment. Peu. Donc elle est marginale. Du coup, ils gambergent beaucoup pendant ce temps-là, ils pensent à des choses les uns, les autres, et c'est là que tu fais sentir derrière, alors ce qu'on sentait très bien dans la série Warriors, enfin dans la très brève série britannique Warriors, c'est ce côté, c'est pas tant les balles reçues, puisqu'il y en a peu, il y a eu des morts ONU, bien sûr, 90, une petite centaine, côté mais français. À l'échelle de ce conflit, j'aime pas dire ça, mais c'est très peu. En revanche, ce qui était vécu au quotidien, quand le lendemain, les miliciens des checkpoints se moquent de toi parce qu'ils savent très bien tout ce qu'ils ont fait comme exaction pendant la nuit, et que tu le sais aussi. Ça, je trouvais que dans les arrières de cette patrouille, justement dans le non-dit, dans le évoqué, c'est chouette parce que tu fais passer le malaise qui grossit peu à peu. Ce sont, tout à l'heure tu as dit que c'était des professionnels donc qui maîtrisent parfaitement leur sujet, leurs armes, mais qui sont comme les géants de la fable, le géant de la fable qui est entravé quand c'est Gulliver, qui ont une puissance de feu phénoménale, mais qui est réduite à rien en quelque sorte. Et là il y a vraiment quelque chose une façon de passer à côté de l'histoire qui m'a aussi intéressé. Donc oui, le professionnalisme, peut-être revenir sur cette question-là. C'est un immense débat. On a parlé spécifiquement. Et alors, par rapport à cet aspect-là, il y a donc toute cette question du retour, donc du choc, le fait d'avoir participé à une guerre. Et comme le notaient certains critiques, ça en soi, effectivement, c'est pas exceptionnel. Donc il y a le choc
post-traumatique. On a été à la guerre, on a vu des gens mourir, on a soi-même été exposé. Mais là, ce qui se passe pour ce héros, je trouve que c'est beaucoup plus vertigineux et beaucoup plus métaphysique. C'est-à-dire que c'est pas juste il a failli mourir et même c'est même pas qu'il a tué des gens, parce qu'en plus il n'en a pas tué. Mais c'est qu'il y a quelque chose qui s'est passé là, dans ces moments finalement de vide de sens, qui le poursuit, qui l'accompagne en France. Et que ça, c'est inexprimable vis-à-vis de qui que ce soit. C'est l'impression que ça donne. C'est que lui-même ne peut pas le faire partager. Disons qu'il comme il a été acteur et victime aussi, enfin, il n'a été qu'un témoin de la guerre, il n'a vu la guerre qu'à partir d'un certain nombre d'écrans, de filtres, et donc il y a une espèce de déréalisation de la guerre. Et progressivement, il y a une auto-déréalisation, voire une auto-réification du personnage. C'est pas par hasard s'il s'appelle Pierre. En plus, Narval, parce qu'il s'appelle Narval. Hein. Narval, c'est un mammifère marin. Enfin, bon, il y a toujours la licorne marine. Oui, c'est toujours la problématique de l'animalité. Et il y a cette espèce d'auto-réification progressive qui va. Donc là, on excède aussi le motif de la guerre. C'est pas simplement un roman sur la guerre, parce qu'en fait, il y a deux temporalités. Il y a le récit lui-même qui est ponctué de flashbacks et le récit qui est au présent de narration. Certes, il est hanté par la guerre, mais il y a un pont qui se fait entre sa traversée du territoire français et ses réminiscences guerrières. Et ce pont, c'est celui de la déréalisation, en quelque sorte. Alors, dans ce pont-là, moi, ce qui m'a le plus frappé probablement, mais c'est peut-être aussi parce que peu de temps avant, j'avais lu donc l'excellent Paris est à l'heure. Alors, oui, je vais dire un mot. Non, mais ça, on l'a évoqué. Le roman, en fait, s'enracine dans une nouvelle qui s'appelle Debout parmi les ruines. Qui correspond en gros au début du roman. Le premier flashback. Mais pour parler du pont entre justement la Bosnie et puis ce sentiment de déréalisation, de perte de réalité qui se produit, moi j'ai été frappé parce que quand Paris est un leurre, qui est l'ouvrage précédent de Xavier, n'est pas du tout un roman, c'est un essai sur la véritable histoire du faux Paris qui a été créé, ou qui a failli être créé, qui a été amorcé en 1918 pour leurrer les bombardiers allemands, qui étaient à la recherche du vrai Paris pour mettre des bombes sur les gares notamment, mais pas seulement. Et donc l'état-major français avait imaginé de créer des fausses gares en banlieue, des faux aérodromes pour que les bombardiers allemands... Un Paris lumineux. Paris lumineux, vont sur la lumière. Et donc tu as enquêté sur les traces de ce truc, de ce faux Paris, de ce leurre, donc dans des banlieues, etc. Et moi, ce qui m'a frappé, parce qu'on va pas exposer en détail Paris est un leurre, qui mérite vraiment d'être lu, parce que c'est une enquête assez fascinante dans un paysage suburbain, en fait. Ouais, on peut dire. Un non-lieu. Un non-lieu. Mais une sorte de marque-jet. Dedans, il y a des marqueurs qui sont très forts, qui sont en fait le paysage commercial. Parce que en France, comme presque partout ailleurs, aujourd'hui, une grosse partie du paysage de banlieue est fait de ZAC, de zones d'aménagement concertées, en fait, qui sont des zones d'aménagement commerciales en réalité, où il y a l'eau chaussures, les Ikea, Tapis Saint-Maclou. Et donc ça, c'est très présent dans Paris est un leurre, parce que où qu'on aille, en fait, on finit par tomber sur ces témoins de la modernité et sur ces formes de leurre différents. Et je trouve le héros, là où il commence à flotter vraiment, c'est quand il se retrouve dans une zone commerciale, en fait. À Biatch, oui, quand il est dans la supérette. Là. Et là, je trouve qu'il tombe en arrêt, et ça on peut presque l'imaginer en film, quoi. Il tombe en arrêt devant une conserve de thon, en fait, dans une supérette abandonnée en Bosnie. Et vraiment, là, il y a une espèce de transe qui lui arrive. On ne sait pas ce qui se passe pendant ce moment-là, parce que tu ne le dis pas. Enfin, je crois pas. Non, il y a une grosse ellipse. Et qu'est-ce qui a bien pu se passer face à cette conserve de thon? Métaphysique du temps. Non, parce que les conséquences sont lourdes. Hein. Non, alors c'est au-delà du clin d'œil au Clash, Lost in the Supermarket. il y a peut-être autre chose aussi. Il est en arrêt effectivement comme ça dans une supérette qui est complètement dévastée. Mais le récit est étoilé parce que donc à la fin il se retrouve dans la campagne française. Il va dans un petit supermarché comme ça. Donc il y a un phénomène d'écho aussi. Donc c'était alors au départ il y a la volonté de montrer qu'il est dans un monde sans issue, un monde verrouillé, un monde quadrillé par la marchandise. Il va à la campagne, qu'est-ce qu'il voit? Il voit des prospectus publicitaires, il regarde dans le ciel, il voit
les traînées de condensation des charters low cost qui vont sur les plages d'Ibiza. Bon, donc il est cerné par le spectacle au sens de Debord. Donc il y avait, bon alors c'est pas spécialement le ton, alors le ton effectivement encore une fois, donc, ça renvoie aux poissons, etc., à l'élément marin. Il y avait la volonté de mettre en place une stase du personnage et de montrer qu'on glissait progressivement vers une forme de réification généralisée. C'était ça surtout. Et la boîte de conserve, c'est un motif narratif, puisque quand il va se retrouver dans sa grange abandonnée, il va commencer par acheter des boîtes de conserve pour pouvoir manger au fin fond de sa retraite impossible, puisque le recours aux forêts, Thoreau, Junger, etc., donc, est un échec. Là, c'est une des choses qui marque le plus, je trouve, c'est que tu dis, après avoir vécu quelque chose comme la Bosnie, la tentation normale, en fait, serait de dire, bon, bah ça va, il est de retour en France, tout baigne, c'est cool. Ah bah non. Et en fait, pas du tout. C'est ça que véhicule de façon très, très réussie et très insidieuse, je trouve, l'autopsie des ombres, c'est que non, c'est pas. En réalité, c'est pas du tout plus cool. Non, non, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Ouais. Même quand on a gagné. Oui, absolument. Même quand on a gagné. Enfin là, en l'occurrence, on n'est plus dans une logique frontale d'ami-ennemi, c'est ce que tu disais tout à l'heure, on est dans une autre logique. Ouais. Mais, non, il y a plusieurs choses. D'une part, cette idée du combattant, enfin de l'ancien combattant. Parce que je sais que nous, on appartient à des générations qui, depuis les années 60, ont un petit peu pour coutume, pour tradition, de moquer la figure de l'ancien combattant. C'est une figure dont on se moque, soit gentiment, soit de façon un peu méchante, un peu vacharde. Ça fait partie, mais même avant, dès les années 60, Cabu, etc., ça fait partie de notre culture. Hein. Mais en fait, quand on étudie ça d'un peu plus près, l'ancien combattant, que ce soit l'ancien combattant de la guerre du Péloponnèse, de la guerre de 14, des guerres napoléoniennes ou de la Bosnie ou de n'importe quoi, il a toujours, et ça revient systématiquement quand on voit les anciens combattants, il a toujours le même problème, les gens ne me comprennent pas. Alors on peut lui dire, oui mais c'est parce que toi tu es maladroit, tu sais pas en parler. Non, parce que même les... Bon alors c'est vrai que la plupart des gens n'ont pas le talent d'un Céline, d'un Aragon, d'un grand littérateur, soit. Mais même un grand littérateur s'approche de façon asymptotique, mais n'atteint jamais. Tangentiel, voilà. Et c'est vrai que on ne peut pas l'exprimer. On ne peut pas l'exprimer. Moi, je vois, pour étudier la guerre, si je me contente de l'histoire, c'est largement suffisant. J'ai besoin déjà de toutes les autres disciplines scientifiques, notamment l'anthropologie, qui est pour moi l'une des plus importantes qui soit, pour comprendre la guerre. Mais j'ai besoin de la littérature, parce qu'il y a des trucs que les écrivains pourront exprimer et que les historiens ne pourront pas exprimer. J'ai besoin également des autres arts, pourquoi pas. Il y a tout un tas de choses, et même avec tout ça, au final, on n'y arrive pas. On s'en approche. Il faudrait avoir l'odeur, le son, etc. C'est le bruit, tous les auteurs, et ceux depuis l'Antiquité, le disent, un champ de bataille, ça sent le sang et la merde, d'abord et avant tout. Hein. Et c'est Samuel Fuller, donc le réalisateur de cinéma, qui disait, vous savez, parce qu'il avait été à Omaha Beach, hein, il a débarqué le 6 juin 1944. Troisième vague d'assaut. Il disait un jour à un journaliste qui l'interviewait, il disait, vous savez, faire un film de guerre réaliste, je vais vous donner la recette, c'est très simple. Vous mettez une mitrailleuse derrière l'écran et vous tirez dans la salle. Là, vous aurez un film de guerre réaliste. C'est-à-dire, les gens sentiront vraiment ce que c'est. Mais short of that, comme on dit en anglais, ben non. On peut pas. Bon. Donc cette idée de l'ancien combattant qui ne peut pas, qui ne parvient pas à exprimer tout ce qu'il a, ce qu'il a ressenti, ce qu'il a vu, ce qu'il a vécu, etc., c'est une constante. Autre chose, c'est un point de détail peut-être, mais qui moi m'a frappé et que je viens de découvrir à l'instant, c'est que le héros s'appelle Pierre. Et alors là, les grands esprits se rencontrent. C'est pas moi, hein, le grand esprit, l'autre grand esprit auquel je pense, c'est pas moi. C'est un anthropologue dont j'avais publié un texte il y a quelques années dans un des cahiers dont j'avais la charge, que j'étais chargé d'éditer dans mon centre de recherche précédent. Un anthropologue qui avait travaillé sur un sujet, je me permets d'expliquer ça parce que ça, tu vas voir, ça va être lumineux pour toi. Il avait lu des textes, toute forme de textes, de la Grèce antique,
des bouquins de philosophes, des tragédies, des comédies, des trucs, des œuvres comiques d'Aristophane, de la poésie, de Homère, etc. Il avait lu toute une tripotée de textes grecs, de toute forme de texte. Et il s'était aperçu que pour décrire une chose, à savoir la fureur guerrière, pas la stratégie, la fureur guerrière, ce qui n'est pas la même chose. Pour décrire la fureur guerrière, c'était les mêmes clichés littéraires qui revenaient tout le temps. Toutes les littératures ont recours à du cliché littéraire. Hein. Bon. Et bien pour décrire la fureur guerrière, les mêmes clichés qui revenaient tout le temps dans la culture grecque, c'était le cliché de la pétrification. Ouais, je suis dans la fureur guerrière incontrôlable, c'est-à-dire sous l'emprise d'Arès et pas d'Athéna, parce qu'Athéna c'est l'intelligence stratégique et c'est pas Arès qui est la fureur guerrière, dieu auquel les Grecs n'ont jamais rendu un seul culte d'ailleurs, ça tout le monde l'oublie. Je suis sous l'emprise d'Arès ou de Pan, mais dans ce cas c'est la panique, mais d'Arès c'est je suis pétrifié, je me transforme en pierre, je suis plus un être humain. Oui, oui, alors, bon, deux choses. Bon, moi, tu parlais tout à l'heure de tous ces témoignages qui faisaient défaut, les mots failles. Moi, je pense que la lacune testimoniale, elle est au cœur même de la guerre, par définition. Donc, bon, on est dans la définition de Fuller, pour moi, elle est parfaite. Bon. Et puis, alors, la deuxième chose, j'ai lu la même chose sous la plume de Jean Norton Crue. Ah oui. Bon. Jean Norton Crue qui, à la fin des années 20, a repris tous les, mais vraiment de manière très méthodique, tous les livres de témoignages de la guerre de 14, qui les a lu de manière mais vraiment très minutieuse. Bon, alors lui-même avait servi, bon. Et en gros, il en sauve deux. Hein. Donc il sauve la percée de Bernier et puis ceux de 14 de Genevois, en gros. Hein. Et tous les autres pour lui... Le feu, Barbus... Le feu, tout ça, oui. Donc il élimine. Et il fait le constat, et ça c'est terrible, il fait le constat, c'est exactement ce que tu disais tout à l'heure, que toute cette série de topoi, de poncifs, de clichés, structurent en fait tous les récits de guerre donc de l'Antiquité, et même des gens qui ne sont pas allés à l'école, qui n'ont pas lu Homère, etc., donc replongent dans le même cliché. Donc le bouclier d'Achille, etc. Bon. Et donc là, il pourrait même faire une analyse structurale, il retrouve des invariants dans des témoignages de poilus, qu'on retrouve aussi dans la littérature antique. Et ça, c'est très frappant. Et pour lui, les œuvres qui s'approchent le plus du pouls de la guerre, ce ne sont pas celles qui sont dans l'inflation testimoniale, qui en rajoutent comme Barbus, etc. Dans le pathos. Dans le pathos, voilà. Donc, ou celles justement qui disent on n'a rien vu, c'est l'inexprimable, c'est tellement terrible. C'est celles qui essayent de retrouver une espèce de matérialité comme celle de Genevois. Et quand on lit ceux de 14 de Genevois, c'est absolument extraordinaire parce qu'on a vraiment cette volonté d'être sensible au bruit, aux oiseaux, au bruit du monde, etc. Et il y a presque une phénoménologie de la guerre chez Genevois. Il y a un autre auteur aussi, là je dévoile mes sources, qui m'a beaucoup inspiré. C'est Le Sergent dans la neige de Mario Rigoni Stern. C'est un soldat italien qui a fait la retraite de Russie avec l'armée allemande. Et c'est un livre absolument extraordinaire. Et qui est un peu sur le même versant que celui de Genevois. Et là, on n'est ni dans l'inflation, ni dans le plateau. On n'en rajoute pas, ni dans l'inexprimable, l'irreprésentable. On essaie de dire les choses de manière directe avec un vocabulaire très simple, très descriptif, presque phénoménologique. Et donc pour moi, ça a été vraiment deux sources directes. D'essayer de dire la chose, de tourner autour, sans sombrer dans le pathos de l'irreprésentable ou du trop représentable. Il y a une espèce de juste mesure à tenir. C'est ça, oui, parce que ce que j'ai appelé, effectivement, tu as raison de me reprendre sur ce point, ce que j'ai appelé l'irreprésentable, c'est pas forcément des trucs dantesques. Non. C'est souvent des trucs extrêmement ras du sol, c'est le cas de le dire, qui sont d'une banalité, quel est le mot, d'un prosaïque terrifiant. Une trivialité absolue. Et là où le civil fantasme sur la guerre. Le spectaculaire. C'est soit le spectaculaire, c'est-à-dire, et le civil ne peut pas s'empêcher de juger, c'est souvent ce que lui reproche l'ancien combattant. Oui. De juger, soit tu es un héros, soit tu es un assassin. Là où l'ancien combattant a envie de lui dire, mais c'est pas le problème, je suis à la fois un héros et un assassin, et en même temps autre chose, et de toute façon c'est pas la question.
Et c'est souvent du trivial. Tu lis les mémoires de Che Guevara, qui est un auteur que j'apprécie pas beaucoup par ailleurs, parce que c'était pas... Non, mais c'est pas un très bon... C'est un échec, un des échecs les plus pathétiques, un pied nickelé misérable en matière de stratégie militaire. Enfin, passons. Mais il raconte très bien que l'obsession du guérilleros, c'est ses pieds, c'est les chaussettes, c'est avoir des chaussettes. C'est-à-dire c'est quelque chose d'extrêmement trivial. Des détails, c'est ça. C'est la guerre, c'est une bataille, c'est avoir la possibilité de manger quelque chose avant qui va faire que tu vas pas avoir la chiasse pendant la bataille, ou que si tu es blessé au ventre, ça va pas faire des trucs inopérables parce que dans ton ventre tout va se mélanger, etc. C'est des choses extrêmement triviales, c'est ça la réalité. Là on parle du corpus littéraire, mais on en a parlé un peu ce midi. Ouais. Ça change quand même dans la représentation. Alors pas au cinéma, ce midi on a évoqué Band of Brothers et Pacific. Pacific. Même si c'est pas parfait, mais il y a des éléments dans ces deux séries où on retrouve ça. Oui, ce que j'appelle moi la pornographie de la guerre. La pornographie de la guerre. Une chose qui me frappe dans cette lecture, c'est que là on parle, et c'est normal, de la violence guerrière parce que c'est celle-là que tu produis, mais d'une certaine façon comme un leurre, je trouve. En fait, c'est le leurre que tu utilises en attirant l'attention sur la violence guerrière, qui est celle qui devrait justifier pour le personnage justement le choc traumatique et décompression et retour à la normale. Et en fait, ce retour à la normale, il est impossible parce que ce qu'il a réalisé, c'est différent. C'est qu'il n'y a pas de nature fondamentalement différente entre l'exercice de son professionnalisme de militaire, où en fait, sans un arrière-monde qui ait un sens à ses yeux, s'aperçoit qu'en fait, il n'en a pas davantage dans l'exercice d'un métier quel qu'il soit. Et c'est là que je trouve que c'est vertigineux, que c'est effrayant, beaucoup plus que Sarajevo, enfin que Biaché. C'est en fait l'errance dans la banlieue que je trouve disons que, terrifiante. L'errance dans la vallée du Rhône entre deux centrales nucléaires, elle est peut-être pire que ce qu'il voit en Bosnie. Alors, non, là je fais un peu de provocation, mais il déambule dans un paysage qui est saturé, qui est verrouillé, qui est quadrillé par la marchandise, par le spectacle. Et même quand la technique, enfin par le technocapitalisme. Et même quand il est rappelé par cette guerre, il est rappelé comment? Il est rappelé par la radio, par la télévision, par la presse écrite. Et à chaque fois, les trois supports médiatiques mettent en place une réification totale du langage. On est dans le cliché de l'expert, dans la réification du langage. Ça veut dire que même le langage n'est plus une issue pour lui. C'est pour ça qu'il se tait. Il est silencieux. Il ne parle plus. C'est pour ça qu'il jette son portable son téléphone portable dans un fleuve. Je ne vais pas tout dévoiler. On ne va pas spoiler le roman. Non, mais c'est marrant de voir à quel point, dans un temps qui est très proche, quelqu'un comme toi donc, qui part d'une réalité, je dirais, historico-géographique, mais avec une visée justement d'interprétation technique et politique, avec Paris est un leurre, mais comme de son côté, un Philippe Vasset avec son livre blanc le fait d'une manière, avec une visée voisine, qu'en fait, à peu près en même temps, vous sortez deux ouvrages qui sont totalement différents. Alors j'ai pas lu La Conjuration. Mais qui sont, je dirais, d'une certaine façon, la continuation. Donc toi, tu as un quadrillage urbain qui a été mis en place. Et en fait, tu projettes ton protagoniste dedans, en faisant tomber, je ne vais pas dire ça ici, mais de Caribe dans Scylla. C'était content. Et en fait, c'est aussi ce que fait d'une certaine manière Philippe Vasset avec La Conjuration par rapport au livre blanc. C'est qu'on tombe dans un abîme quadrillé également, là où on ne s'y attend pas, à savoir dans la ville. Alors je n'ai pas lu la Conjuration, mais effectivement, le livre blanc. Qui est sorti ces jours-ci aussi. Oui, il y a une continuité entre les deux œuvres chez lui, qui est un roman, La Conjuration, alors qu'un livre blanc, c'est un essai. Là aussi, tout à fait. C'était pour dire en fait à tout le monde qu'il faut absolument lire Paris est un leurre et Autopsie des ombres. Ce sont des pendants, comme en peinture. En fait. Ce serait dommage. Non, mais c'est vrai que la méthode. Bon, alors a priori, on pourrait penser que c'est des régimes d'écriture qui sont pas compatibles. Mais il est vrai que Paris est un leurre, c'est un livre où je fais preuve d'une forme de nomadisme herméneutique, comme ça. Sociologie, philosophie, psychogéographie, mais le livre est parfois parasité par une forme de poésie, et au même titre Autopsie des ombres est parfois aussi perturbé par
une théorie qui serait narrativisée comme ça, enfin très debordienne finalement. Donc en fait, bon, les deux régimes d'écriture sont hétérogènes. Bon, mais je voudrais quand même insister sur quelque chose, c'est qu'à chaque fois l'idée, c'est que dans Par éteindre, je suis parti du territoire, et dans Autopsie des ombres aussi, je pars toujours du percept pour aller vers le concept, si vous voulez parler de manière un peu cuistre. Je pars toujours de ce que je vois, de la chose concrète. Je parlais de phénoménologie tout à l'heure. Et il y a toujours la volonté, donc le souci du détail, et en quelque sorte, je dézoome. Si je voulais utiliser une métaphore à la Google Maps, voilà, donc je dézoome. Et là, donc, Par éteindre, c'est un dézoomage à la fois spatial et temporel, parce que c'est un voyage dans l'espace. Je vais sur les zones du faux Paris, qu'est-ce que je trouve, un paintball, etc. Enfin, bon. Et c'est aussi un dézoomage historique. J'essaie de comprendre le leurre à travers l'histoire, et les deux se croisent. Et Autopsie des ombres, c'est pareil. C'est un dézoomage temporel, puisqu'il y a une série de flashbacks, et puis c'est aussi un dézoomage spatial. Donc la méthode, elle est assez simple. Je croise le temps et l'espace dans les deux livres. On lira quelques extraits tout à l'heure, et je pense que chacun pourra mesurer à quel point l'écriture, justement, alors même qu'elle est, comme tu l'indiques, hein, elle est habitée par un projet qui est extrêmement rigoureux, en fait, et conceptuel, et l'écriture est néanmoins extrêmement poétique, y compris dans des lieux parfois un peu inattendus. Et là, je me permets une remarque, parce que dans un article par ailleurs extrêmement intéressant dans Doigts de Compagnon, qui est paru dans le Monde des Livres aujourd'hui, hier soir, il y a une petite remarque sur justement, c'est un peu trop précis au goût de certains sur la description de l'armement. Précieux. Enfin, précieux mais précis, parce que ça, pour moi ça naît de là. En fait, je pense vraiment que c'est totalement faux. C'est-à-dire que mettre en scène ces professionnels, si on veut y croire autrement qu'en mettant un gros bandeau en disant attention, ces militaires sont des professionnels, il faut bien que ça se sente. Et un des moyens dont ça se sent, le seul qui justement pour éviter le gros bandeau rouge, pour certains auteurs plus scrupuleux se satisferait, mais comme c'est pas l'idée, c'est de le faire dans la précision. S'ils utilisent une arme qui existe effectivement et pas une arme générique qui serait ils ont des armes, quoi. Enfin ils tirent sur les gens parce que c'est des militaires. Ouais, ça c'est important ce que tu dis, parce que alors Antoine Compagnon, c'est un lecteur de Proust. Je pense pas que ce soit un grand spécialiste d'armes. Peut-être, je sais pas en même temps. Proust avait bien compris le plan Schlieffen, on en parlait déjà. Absolument. Il a parfaitement compris les débuts de 14. Bon, alors pour revenir à cette question de la description des armes, bon, d'abord on en a parlé ce midi. Bon, d'abord il y a une poétique de la technique. Déjà, ça c'est une chose. Bon, au-delà de ça, c'est pas une affaîtrie, c'est pas une coquetterie de style. Quand je dis que l'arme de Pierre Narval du casque bleu, elle est chambrée en calibre 5,55, c'est le calibre nu. 7,62, c'est... oui, autant, pardon. Voilà, autant pour moi. Et c'est 5,56. 56 en plus. En voilà. plus. Ouais. 5,56. Et 7,62 parce que 7,62 c'est un calibre russe. Bon, mais alors c'est pas gratuit. Par ailleurs, je suis un grand adepte de Jean-Patrick Manchette, j'ai beaucoup de Jean-Patrick Manchette. Je pense que quand on décrit une arme, il ne faut pas faire le mariole, même si je ne suis pas un amoureux des armes, il n'y a rien de mortifère là-dedans. La description de l'arme, alors on parlait du bouclier d'Achille tout à l'heure, etc. Bon, alors c'est un topos, certes, mais elle a une fonction pour moi narrative et opérationnelle. Et je ne peux pas me contenter d'une évocation évanescente des armes. Bah voilà, ils ont des armes. Non, je veux dire, ça, ce serait justement être un complice de la déréalisation dont je parlais tout à l'heure. Voilà, donc, alors après, je pense que bon, le calibre autant ou le calibre Kalachnikov pour Antoine Compagnon, c'est un détail, mais c'est pas très important. Alors effectivement, on peut penser que la description, elle est précieuse et qu'il y a quelque chose de l'ordre de la coquetterie, mais non, c'est pas gratuit, ça a une fonction très précise, narrative, opérationnelle et même poétique. Je suis pas un adepte des armes, hein. Moi non plus. Je suis pas un adepte de Soldiers of Fortune, je défends pas Charlton Heston ou quoi que ce soit. Je suis pas dans cette problématique-là. Un homme dont on a dit beaucoup de mal de façon très injuste, entre parenthèses. Tu dois pas être un adepte de Michael Moore. Hein. Non, mais c'est pas ça, c'est que Charlton Heston, c'est une parenthèse. Vas-y. On a tous l'image d'un espèce de facho américain, etc. C'est totalement faux. C'est un homme qui était un des acteurs les plus progressistes de Hollywood. Réhabilitation. Et c'est un homme, alors peut-être que sur ses vieux jours il a débloqué, ça c'est fort possible, ça arrive à beaucoup de gens. Et je ne sais pas ce que je donnerais moi-même dans 40 ans ou dans 30 ans. Mais c'était l'un des acteurs qui s'était le plus impliqué en 63 pour les droits civiques et pour le soutien à la marche de Martin Luther King.
Et quand on voit les images, de Martin Luther King devant le grand mall de Washington, là, 63. ouais, en haut des marches, là, à côté de lui, il y a Charlton Heston. Ah mais je ne savais pas, c'est des choses. C'est non, mais il y a eu toute une campagne contre lui pour le présenter comme un. On a dit beaucoup de mal de Charlton Heston. Ouais, mais c'est pas si simple. C'est pas si simple. Fin de la parenthèse. C'est sur ses vieux jours quand il était président de la NRA. Oui. Et puis même la question des armes à feu aux États-Unis, entre parenthèses, elle se pose pas de la même façon là-bas que chez. Il y a une question véritablement là-bas dans la culture politique américaine de peuple en armes. Alors je dis pas que j'approuve, je dis pas que etc. Mais c'est pas si simple. Il faut pas uniquement le juger avec des paradigmes français. C'est une névrose citoyenne et de même qu'eux ne pourraient pas comprendre les excès de vitesse qu'on fait en bagnole, qui est aussi une névrose. Mais il y a vraiment une notion à l'origine. Alors elle est peut-être dévoyée, trahie, dégénérée, tout ce qu'on veut, mais il y a à l'origine une notion de peuple en armes pour lutter contre la tyrannie. Donc c'est des adeptes de Marat, c'est ça que tu es en train de dire? Ben... Et pas du mercenariat. À l'origine, il y a des choses intéressantes dans la Révolution américaine. Ils ont été très vite dévoyés à mon avis, mais ceci est une autre histoire, comme disait Kipling. Ce que je vous propose par rapport à l'horaire qu'on s'était fixé, c'est de, s'il y a des questions, en fait, de ne surtout pas hésiter. Et puis ensuite, donc, on lira quelques brefs extraits du texte pour faire sentir un peu là justement de l'histoire que j'espère qu'on n'a pas complètement dévoilé, sachant que ce qui est... Il ne se passe pas grand chose, hein, je vous rassure. Non mais de toute façon c'est ce qui était, enfin en termes de péripéties, si, il se passe des choses, mais c'est ce qui est indiqué sur la 4e de couverture, donc c'est pas un immense spoiler. En revanche, voilà, il se passe, oui, à la fois pas beaucoup de choses si tu veux, mais en même temps, il y a énormément, enfin c'est quand même une horlogerie de précision, hein, la façon dont c'est construit. D'ailleurs, je sais par ailleurs que le placement exact en fait de certains éléments par rapport à d'autres, c'est quelque chose qui t'a occupé une discussion que j'ai eue avec monsieur Alexandre qui est là, qui est donc éditeur chez Inculte et avec lequel j'ai beaucoup discuté. Sur cette question, c'est presque une question rhétorique de disposition et on en a énormément parlé. Et je le remercie d'ailleurs pour sa lecture généreuse et attentive. Et pour avoir eu par hasard en fait entre les mains le texte de juin et celui de... Les épreuves non corrigées. Là pour le coup la notion d'épreuve non corrigée prend tout son sens. Il y a eu n'est-ce pas Alexandre, un écart. Donc parole à la salle. Voilà, comme ça c'est ça. Mais sinon, il n'y a aucun problème. Une remarque sur l'écriture, puisque finalement on en a peu parlé, vous parliez de réification, et il m'a semblé, mais j'ai peut-être mal perçu, que l'écriture évoquait aussi une fragmentation qui me paraissait importante, à la fois parce qu'on se demande parfois si on a affaire au même personnage, au même narrateur, et parce que la chronologie est aussi complètement éclatée. Oui, non, mais ça, oui. Alors là, vous avez... vous dites est très juste, c'est un livre qui est fait de plusieurs segments et d'une série de décrochements. Alors les décrochements, ils peuvent être énonciatifs, ils peuvent être typographiques, ils peuvent être narratifs, et donc c'est un texte qui est plein de trous, plein de lacunes. Donc j'ai voulu aussi, mais comme d'en parler tout à l'heure, il y a une esthétique non pas du choc, mais de l'ellipse, en quelque sorte. Parce que je parle de la conscience d'un homme qui est en morceaux, je veux dire, il revient, c'est une bombe à fragmentation. Donc, et je voulais que l'état d'esprit, alors moi j'invente rien, hein, c'est Stream of Consciousness, Joyce, etc. Donc, et je voulais que le récit, que la forme même du récit épouse l'état psychique du personnage, en quelque sorte. Puis après, je suis aussi bien sûr très attaché à l'esthétique du fragment, et, au petit, ce que j'appelle le petit. Alors la question aussi stylistique, alors là il y a la question de la littérarité, mais la question stylistique, elle fonctionne aussi selon plusieurs régimes. Il y a des passages qui sont très clairement hard-boiled, comme le roman noir américain des années 20, que tu admires, dénotatif, purement descriptif, qui a beaucoup marqué Pérec et Manchette, que j'ai aussi beaucoup lu. Et puis il y a des passages peut-être plus lyriques, emphatiques, dirait Antoine Compagnon, plus solennels, peut-être plus pesants. Et là aussi il y a la volonté de créer une esthétique du choc, en quelque sorte.
Voilà. Ce terme de fragmentation, je vous le pique, hein, je vais m'en servir. Oui. Je vous le donne. Ah, merci. Parce que c'est intéressant, c'était une question à laquelle j'ai toujours pas de réponse d'ailleurs, et que je m'étais posée il y a quelques années, c'est qu'en fait le problème, à la fois j'ai dit beaucoup de bien de la littérature tout à l'heure en tant qu'outil, pour celui qui essaye de penser la guerre, c'est un outil formidable, bon. Mais en même temps, c'est un outil qui possède le plus gros défaut qu'on puisse imaginer pour penser cette chose qui est la guerre, c'est la linéarité, mais au sens physique du terme, ce sont des lignes comme ça. Or, la guerre, c'est la chose la plus fragmentée qui soit. À tout niveau, au sens propre, sens figuré, métaphorique, comme on veut. Et justement, cette linéarité pose problème. C'est vrai. Donc, voilà. Là, les choix typographiques qui ont été faits, notamment il y le a travail de construction sur lequel vous avez bossé de façon manifeste, rend parfaitement effectivement cette idée que à un moment, le narrateur et donc le lecteur avec lui a un vrai doute sur le moment d'où parle le narrateur en réalité. Est-ce que ce qui est en train de provoquer son implosion est déjà arrivé, va arriver parce qu'il y a justement quelque chose qui s'est produit. On ne saura jamais exactement à quel moment ça s'est produit d'ailleurs. Personne ne le sait. Il n'y a pas eu de déclic. Et c'est pour ça, ça comme vous le l'avez rend dit, très bien. c'est pour ça qu'il n'a pas de nom. C'est il, c'est l'homme, c'est il. Il, c'est linguistique énonciative, c'est le pronom de l'absence. Donc le personnage est réifié, c'est il. Comme ses jumelles, qui sont aussi des jumelles il, d'ailleurs. Et peut-être que c'est même... Peut-être qu'il n'est pas sûr que ce soit le même personnage. Enfin, si on comprend parce qu'il y a quand même suffisamment de réminiscences. Mais je voulais vraiment Il y a un petit doute que le doute, que le doute subsiste. Bon, mais il est très léger. Mais je voulais qu'on comprenne que le personnage ne sait plus qui il est. C'est Nemo avec Ulysse. Voilà. Donc, il y a un jeu aussi, bien sûr, qui arrive en syllabe. Il y a un jeu avec l'intertexte homérique, évidemment. Oui. Je sais pas, il y a peut-être d'autres questions. N'hésitez pas. Je voulais juste dire que je trouve que le titre est assez magnifique. Écoutez, ça aussi, ça n'a pas été une mince affaire. Parce que, bon, disons que le titre synthétise un petit peu ce que j'ai dit tout à l'heure sur l'autopsie. L'autopsie, c'est un acte médical intrusif. Donc d'où le style clinique, etc., manchétien, et l'ombre, c'est l'immatérialité. Et la couverture rend parfaitement. Là, je dois rendre encore une fois hommage à mon éditeur de façon appuyée. C'est une photo, c'est 3 photos. Il y a une photo de Stalingrad, il y a quoi d'autre, Alexandre? Graphiste. Non, mais c'est vrai qu'elle est très très belle parce que bon, elle capte bien l'atmosphère du roman. C'est vrai. Si on fait une lecture et puis après on arrêtera. Comme tu veux. Attends. Rien n'empêche ensuite, tout en buvant et en grignotant, de continuer à discuter. Oui, Xavier vous- avec Laura. Vous êtes patient? 3 minutes, ça ira? Ok. Et tu t'es installé dans cette guerre, chacune de tes missions ponctuant dès lors ton quotidien. Escorter des convois sur des routes étroites, sillonnant vallées, gorges abruptes, cols de moyenne montagne, négociant avec les miliciens rétifs qui tenaient les checkpoints, puisant dans tes faibles ressources rhétoriques pour forcer le passage, franchir les no man's land, uniformément mornes et lugubres avec leurs chevaux de frise, leurs sacs de sable et leurs réseaux de fils de fer barbelés, te heurtant à la mauvaise foi de ces miliciens, essuyant leurs sourires pervers, leurs reproches d'ingérence, et parfois leur mise en joue feinte, arme braquée sur la poitrine, le regard narquois, éprouvant ton courage, ton inconscience ponctuelle, et au retour, plein de fierté de cette modeste immixtion, te réjouissant que rien ne pouvait t'avilir. Épousé sur la ligne de front, juste en deçà des avant-postes, paume crispée sur tes jumelles, la posture de l'observateur neutre. Qui tire? Où? Sur qui? Sur quoi? Consignant, selon les règles d'une petite méthode inductive improvisée au gré des circonstances, en fonction de ce que tu voyais, panache noir de fumée,
corolle blanche tournoyant en entonnoir, nuée grise se déchiquetant et s'accrochant à la cime des arbres, de ce que tu entendais, rafale d'obus de 120 mm, aux trajectoires hargneuses, sifflantes, giflant l'air comme une rumeur aigre, tirs de mortier, plus secs, aux trajectoires incertaines, captieuses, tirs de roquettes à la stridulation miaulante, fusillades intermittentes et grêles des mitrailleuses, avec application sur un tableau cartésien à 3 entrées toutes les informations collectées, tirs d'armes lourdes, tirs d'armes légères, identification du belligérant. Patrouiller dans la zone et prendre langue avec les populations locales, des hommes surtout, te livrer à de petits trafics en ressassant les mêmes poncifs qui président aux conversations masculines, alcool, femmes. Liquider les animaux errants dans l'enclave et plus tard sur l'aéroport par précaution sanitaire. Te protéger, enfin. Riposter à hauteur de l'agression et sachant par avance, quoique tu aies tous les atouts pour éteindre le feu par ta masse critique, que ta riposte serait un échec, rien ne viendrait ébranler la quiétude notariale de tes commanditaires. Au fil des jours, à force d'écouter tes supérieurs, l'idée souterraine, insidieuse, qu'il puisse être du côté de l'agresseur, t'a semblé d'abord inepte et déplacée. Mais tous les efforts accumulés pour la refouler se sont dissous dans le quotidien. Petites phrases malséantes, vocables volontairement scabreux, pleins du venin de leur ambiguïté retorse, complice du crime qui se tramait sous tes yeux, 1000 petites preuves refoulées que tu ne voulais pas entendre. Et l'idée a creusé en toi son chemin, brisé tes dernières réticences, pour finalement éclater comme une simple évidence. L'empathie délétère pour les vainqueurs s'énonçant comme un axiome banal, polluant toutes les injonctions. Les collines qui cernaient la ville avaient dessiné une topologie décisive. Au lieu de la protéger, elles l'avaient tuée. Le feu avait eu raison de cette ligne de supériorité, autrefois stratégique. Tu espérais, in petto, que l'événement susciterait un surcroît d'attention, briserait l'apathie ambiante, entaillerait l'attentisme de tes chefs. Mais les mots tronqués, parasités par la langue des bourreaux, par l'emprise de leur langue, la pauvreté de leur langue, obstinément injonctive, la langue des bourreaux qui ne se rapportait plus qu'à elle-même, se refermait sur elle-même inlassablement comme les mâchoires d'un fauve pour mieux broyer ses proies, scellant 1000 destins, livrant ses dépouilles indiscrètes à la nuit, obscuse dans sa confusion extrême, cette nuit où tout serait en dernière instance férocement possible, puisque férocement indistinct. La langue des bourreaux faisait écran, rendant toujours plus confuses des situations, confortant les responsables dans leur fallacieuse neutralité. Il fallut alors franchir une autre démarcation. Ta mission entre les lignes de front, pendant le cessez-le-feu, fut d'aller ramasser les morts. Sous les lourdes grappes sonores de mouches qui mordaient l'air, les cadavres, matière hérissée, sans rêve, chuchotaient à tes oreilles. La peau fait honteusement corps avec le monde. C'est ce contact avec la mort, ce seul morceau de guerre vers lequel te portait ta fébrilité. Ta génération n'avait plus d'ennemis. Libérée du poids des crimes, des servitudes morales, chevillée désormais à une mémoire antiquaire, elle pouvait s'adonner à des jeux plus frivoles. Ni tragiques, ni lyriques, comme celle de ses pères, mais assignée à un temps devenu homogène à lui-même, paisiblement nichée dans un quotidien transmis en divertissement, elle se livrait donc à l'insouciance d'un perpétuel présent. Il paraissait que l'histoire touchait à son terme. Les grands esprits disaient à son achèvement, et le passé n'avait plus barre sur elle. Mais, comme un fauve assoupi brusquement réveillé par la faim, l'histoire se rappelait à toi et à tes contemporains. Et l'histoire s'écrit toujours du côté des vainqueurs, de manière réglementaire, officielle, carnassière. Toute ta conscience se cristallisait dans ce morceau de temps disjoint, comme les bobines d'un vieux film qui bégayait, les bourreaux piochaient dans le passé l'alibi immuable de leur fureur, l'identification de leur ennemi héréditaire, celui qu'ils vouaient à la suppression, à la destruction. Il fallait, et c'était leur but final, chose que tu avais mis longtemps à comprendre, abolir la lumière de son ciel. Le feu reprit, les jours passaient, tu escortais des convois de vivres et de médicaments dans les zones encerclées, les rues étaient bordées d'épaves de voitures abandonnées, criblées d'impacts. À certains carrefours, où il fallait courir ou mourir, on avait empilé leurs carcasses pour obstruer le champ de vision des snipers embusqués dans les immeubles en ruine. Les patrouilles se succédaient dans la ville froide, tu serrais tes mains engourdies sur le FAMAS. Sur les avenues, les civils abattaient les arbres pour se chauffer. Ils tombaient comme des clochers qui s'effondrent, minés par le temps. Les adolescents sciaient leurs branches avec des couteaux de boucherie. Leurs gestes étaient gauches, ils s'écorchaient les doigts. Leurs paumes, gonflées d'ampoules, saignaient. Tous s'affairaient sur les arbres disloqués au sol, comme on dépaisse une bête. Les branchages sectionnés sur les trottoirs emportaient avec eux le secret de leurs ombres. Des femmes ramassaient le mauvais bois, le chargeaient dans des brouettes et s'en allaient avec les fils. Tu accélérais le pas, tu rejoignais tes camarades dans le VAB sans te retourner.
On va boire.